Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le manuel du borderline de Martin Desailles, Bernadette Grosjean et Nader Pérou. Lu par Jean-Marc Galera. Remerciements. À Chris, à Nicole, à Gladys. Ce manuel vise à partager le fruit de nombreuses expériences cliniques et recherches sur les états limites. Il existe donc, grâce aux nombreux cliniciens et chercheurs ayant consacré leur carrière à l'étude de ce sujet. Nos vifs remerciements vont d'abord à ceux qui souffrent et auxquels ce livre apportera, nous l'espérons, une compagnie aidante. Nous remercions tous nos collègues, proches ou lointains, pour avoir mis au jour toutes les connaissances cliniques et scientifiques que nous rassemblons dans ce manuel. Nous tenons à remercier tout particulièrement le docteur Franck Yeomans pour son soutien indéfectible tout au long de cette entreprise, ainsi que le docteur Arlette Lecoq pour ses encouragements et ses attentives relectures. Merci au docteur Otto Kernberg pour la générosité de son accueil, sa lecture attentive et ses conseils avertis. Nous remercions également le professeur Moira Mikolasjak ainsi que le docteur Martin Desbannet pour leur appui. Merci au docteur Suzanne Renaud pour sa lecture vigilante et ses commentaires avisés. Nous remercions aussi nos proches pour leur patience, leur soutien et les moments de solitude qu'ils ont vécus lorsque nous nous sommes consacrés à notre passion d'écriture. Finalement, nous ne pouvons manquer de remercier chaleureusement Anne Jouve et Michel Desailles pour leur travail de relecture et leurs suggestions toujours judicieuses. Préface. C'est une entreprise admirable que ce livre, qui relève avec brio deux grands défis. Celui de mieux faire connaître au grand public ce trouble qu'on appelle état limite ou borderline, et celui de fournir aux personnes qui en souffrent quelques clés pour mieux vivre avec elles-mêmes et avec les autres. Faire connaître ce trouble au grand public au travers d'un livre à la portée de tous représente en soi une importante avancée tant l'état limite reste méconnu. Et cette méconnaissance porte préjudice autant aux patients qu'à leurs proches. Imaginons une personne souffrant de symptômes dépressifs. Si les symptômes sont sévères et persistants, il est hautement probable qu'elle finisse par se demander si elle ne fait pas une dépression. Cette question la conduira à se documenter, ce qui d'une part lui permettra de mieux comprendre ce qu'elle vit, et d'autre part l'amènera à chercher de l'aide, éventuellement à consulter. Une fois le trouble formellement diagnostiqué, l'étiquette ainsi posée rendra également ses proches plus conciliants vis-à-vis de son humeur morose, de son apathie, de son retrait. Il en va de même avec l'anxiété, les tocs, les phobies, la maniaco-dépression et tous les troubles connus du grand public. Dans tous les cas, le fait d'identifier le trouble permet de mieux le comprendre, se comprendre et se faire comprendre. En rendant l'état limite accessible au grand public via un livre écrit dans un langage clair et illustré de nombreux exemples, les auteurs vont aider de nombreuses personnes à se reconnaître et leurs proches à mieux les comprendre. Comme nous le notions plus haut, c'eût été en soi un apport suffisant. Mais les auteurs ne s'arrêtent pas là. Psychiatres spécialisés dans les troubles de la régulation des émotions et ou la prise en charge des états limites, ils proposent également aux lecteurs d'entamer avec ce livre le chemin de la réconciliation avec soi et avec l'autre. Réconciliation avec soi d'abord, car la personne borderline se sent souvent dépassée par son passé, ses angoisses et toutes ses émotions qui n'ont de cesse de la submerger, à tel point qu'elle a parfois l'impression d'être à leur merci. Comme l'expliquent les auteurs, l'hyperémotivité et la difficulté à gérer les états émotionnels représentent l'une des caractéristiques majeures de l'état limite. À défaut de disposer de stratégies de gestion des émotions adéquates, l'individu les gère comme il peut, en trouvant refuge dans l'alcool, le sexe, le jeu ou même parfois l'automutilation. Ce que les auteurs montrent ici, c'est que tous ces comportements autodestructeurs ne sont que des mécanismes de défense contre l'angoisse ou le vide, et qu'il est possible de les remplacer progressivement par d'autres, plus sains. Réconciliation avec l'autre, ensuite,
car les difficultés dans les relations interpersonnelles sont l'autre caractéristique centrale de la problématique borderline. L'enjeu ici sera d'éviter les répétitions destructrices, d'apprendre à faire suffisamment confiance à l'autre, d'accepter d'être aimé sans avoir peur d'être abandonné, d'être critiqué sans craindre d'être rejeté, d'accepter en somme que toute relation comporte des hauts et des bas qu'il est possible de traverser de manière constructive. Psychiatres régulièrement aux prises avec la souffrance des borderline, les auteurs évitent l'écueil qui consisterait à proposer des recettes simples pour venir à bout d'un mal complexe et multiforme. Au contraire, ce qu'ils proposent ici, c'est plutôt un miroir qui permet à la personne borderline de mieux comprendre ses réactions, de mettre des mots sur ce qu'elle vit. On ne peut quitter un endroit que si l'on y est arrivé. C'est le pari que font les auteurs. C'est en plongeant au cœur de soi-même, au cœur de nos difficultés, que l'on trouvera la force de les dépasser. Heureusement, la souffrance du borderline n'est plus une fatalité. Plusieurs formes de thérapie présentées ici ont démontré des effets positifs, et le livre s'achève sur une note optimiste. Il est possible de devenir un ex-borderline. Professeur Moira Mikołajczak, Grand Rosière, septembre 2013. Deuxième préface. Borderline, ligne frontière, presque folie. Aujourd'hui, l'utilisation de cet anglicisme psychiatrique se banalise progressivement avec son entrée dans le langage courant. Pourtant, les lecteurs intéressés par ce livre connaissent sans doute la douleur d'être qui règne dans la vie d'un individu aux prises avec des états limites. Entre ce mal-être persistant et la définition psychiatrique du trouble de la personnalité borderline, quels sont les liens? L'existence aux limites de la frontière, toujours aux limites du supportable, recèle certains paradoxes. De l'intérieur, ces états mettent en scène un bal émotionnel chaotique et imprévisible, sous l'emprise de l'impulsion, de la rage et de la colère. Les passions vives s'enflamment, mais très vite déçoivent, violemment. Le profond vide ressenti ne peut alors être chassé que par une autre douleur, souvent auto-infligée. Une angoisse envahissante peut également conquérir ces états, à un point tel que les limites de soi se troublent à en perdre leur sens. Que s'est-il passé? On semblait pourtant s'entendre avec les autres, parfois si bien que l'espoir renaissait de toutes ses forces. Hélas, arrive inévitablement le jour où les uns et les autres ne se comprennent plus, se repoussent et se rejettent, se déchirent, les uns après les autres. Comment définir ces multiples tourments? Comment gérer les relations aux autres? Que faire pour aider, pour s'aider? Là encore, la recherche de soins appropriés s'annonce difficile. Sur son chemin se pose un défi de taille, celui de trouver quelqu'un qui comprend. Les professionnels de la santé mentale, médecins, psy et autres professions alliées, tentent bien d'aider, mais souvent ne semblent saisir qu'une partie du problème. Ils annoncent des diagnostics et préconisent des traitements qui, au mieux, modulent légèrement la souffrance. Puis tombe le verdict. Trouble de la personnalité borderline. TPB. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Où situer ce trouble de la personnalité? Est-ce seulement la vision des autres, la société? Est-ce un trouble du cerveau, des excès? Ou s'agirait-il de malaises intérieurs récurrents qui donneraient forme à la personnalité troublée? Les recherches prospectives et rétrospectives menées auprès d'individus souffrant de troubles de la personnalité suggèrent que cette nosologie devra éventuellement être repensée. En effet, les traits susceptibles de mettre en lumière un fonctionnement pathologique, comme l'impulsivité, ne dépassent que périodiquement le seuil diagnostique. Les parcours psychiatriques eux-mêmes révèlent le potentiel de transformation d'une personnalité. L'étude du dossier psychiatrique d'un individu ayant parcouru le tumultueux chemin du TPB suffit pour relever la diversité des symptômes et syndromes précédemment objectivés. Ceux-ci
bien que souvent reçus d'un œil critique par le plus récent interlocuteur, signalent en fait la complexité du parcours d'une personnalité. Ce dossier représente probablement un registre plus ou moins précis des évolutions propres au patient, à sa personne, et souvent à sa souffrance qui l'entraînent à satisfaire d'autres critères diagnostiques au cours de son parcours. Il ne faut pas ici penser que ces individus s'ingénient à trouver des souffrances diverses et variées au cours de leur vie. Le diagnostic de TPB est utile et souvent nécessaire à la fédération d'un ensemble d'individus qui devront œuvrer ensemble contre la souffrance. Le mal-être est réel et redoutable, quoique fréquemment incompréhensible pour l'entourage. Et cette dernière observation est sans doute la plus fondamentale. La caractéristique la plus stable d'un trouble de la personnalité s'observe dans sa tendance à véritablement perturber la communication avec les membres de son entourage, privé et professionnel. Cette communication, si simple, fiable et continue pour les autres, devient tendue, hachée, violente et source de grande confusion. Toutes les manifestations du TPB, entre fracas, perte d'identité, ruptures relationnelles et élans affectifs débordants, conduisent, au fil du temps, à l'impossibilité d'échanger de manière suivie avec ses proches et avec ceux susceptibles de contribuer à l'épanouissement de sa propre vie. Il se creuse, souvent dès l'adolescence, un fossé dans lequel d'innombrables opportunités d'apprendre à être avec l'autre cèdent au profit d'un sentiment grandissant d'insécurité, d'hostilité, mais également d'attente démesurée et continuellement déçue envers son entourage. Devant ces questions multiples et complexes, provenant à la fois de l'expérience de la douleur dite borderline et de son incompréhension par l'entourage, Martin Desailles, Bernadette Grosjean et Nader Pérou proposent enfin au public francophone un livre simple et utile, apte à fournir des repères stables à ceux touchés de près ou de loin par le TPB. Tout au long de ce guide, les auteurs tissent la toile qui réunit les enseignements durement acquis et essentiels à la résolution de 3 questions centrales concernant le TPB. 1. Quelle est l'origine du diagnostic TPB? 2. À quel type de vécu s'applique-t-il? 3. Quelles sont les options de traitements efficaces et pourquoi? En évitant les écueils d'un langage trop scientifique ou trop psy, ce guide se prête à la fois à la consultation d'un aspect précis du TPB, mais aussi au soutien des vies humaines frappées par l'effet profondément perturbateur de la souffrance borderline. À la limite de la frontière, ce guide sera un compagnon fiable. Martin Desbanets, Ph.D., docteur en philosophie. Avant-propos. Les 5 aveugles et le borderline. Il y avait en ce temps-là 5 aveugles qui habitaient un pays où il n'y avait point d'experts dans la chose des borderline. Comme ils étaient aveugles de naissance, et qu'on n'avait point dit en leur présence comment étaient faits les borderline, ils n'en avaient aucune idée. Or, il arriva qu'un professeur célèbre visite leur ville et offre d'examiner les borderline qu'on voudrait bien lui présenter. L'envie des 5 aveugles de savoir comment étaient faits ces borderline dont tout le monde parlait était si grande qu'ils se firent conduire à la consultation du grand professeur et lui demandèrent l'autorisation d'écouter les histoires de ceux qui viendraient le consulter, afin qu'ils puissent se rendre compte de la forme de cette souffrance étrange. Le professeur accéda à leur demande et les installa dans un coin de son bureau. Après une journée entière passée assis dans le bureau du professeur, ils s'en allèrent et se mirent à échanger leur point de vue sur ce qui pourrait être la définition de ce curieux mal. Celui qui avait été touché par la forme du discours dit « C'est un désordre de la voix. Il crie, pleure, murmure, parfois se taise pendant l'entièreté de la rencontre avec le professeur. » Non, c'est un désordre de l'histoire, dit celui qui avait été touché par les histoires qu'avaient racontées les patients. Elles ont des formes chaotiques et désordonnées, sont pleines de trous, de coups, de négatifs et d'objets difficiles à recoller. Que dites-vous là?
dit celui qui par inadvertance avait touché le bras d'un patient. C'est un désordre de la cicatrisation, comme si le corps ne pouvait pas vraiment intégrer et oublier les coups de rasoir de la vie. Ce n'est pas cela, dit le quatrième, qui avait été touché par les mouvements d'humeur qui avaient fait vibrer le bureau tout entier. Ils ont un trouble de l'équilibre. Entre les hauts et les bas, ils semblent incapables de trouver un endroit où se poser. Le dernier murmurait, sans que personne ne comprenne bien ce qu'il avait ressenti. Le mental. J'ai senti les ondes distordues du mental embryonnaire. Une fois échangé leur point de vue, ils se fâchèrent, s'insultèrent et finirent par se battre. On les sépara, et on leur expliqua que chacun d'eux n'avait été touché que par une partie de ce qu'était un borderline, et que par conséquent, ils ne pouvaient comprendre entièrement comment un borderline était fait. Mais les 5 aveugles ne voulurent rien entendre, croyant qu'on se moquait d'eux, et ils moururent convaincus, le premier que le borderline avait un trouble de la voix, le deuxième qu'il avait une histoire remplie de trous, le troisième qu'il avait un défaut de cicatrisation, le quatrième que le borderline avait perdu le sens de l'équilibre, et le cinquième que quelque chose d'impalpable n'avait pu se développer. Si vous tenez ce livre entre vos mains, il est probable que vous-même ou un proche ait été désigné sous ce terme vague et inquiétant de borderline ou état limite. Vous êtes peut-être un soignant en mal de référence pour un patient que vous ne savez pas bien comment et où situer dans l'univers des dénominations psychiatriques. Vous avez cherché, dans les livres ou sur Internet, des moyens de comprendre, d'expliquer, de mettre du sens dans un monde traversé par les crises, les tempêtes, les replis et les ruptures. Vous voulez trouver l'explication qui se cache derrière une douleur que vous savez bien présente et qui pourtant ne semble le plus souvent que susciter incrédulité, appréhension, voire rejet, y compris de la part des spécialistes de la santé mentale. Le terme état limite, borderline en anglais, est apparu pour la première fois dans la littérature médicale en 1884. Mais il lui a fallu quasiment un siècle pour être accepté et reconnu, et encore, pas par tout le monde, comme désignant une souffrance bien réelle de patients qui le sont tout autant. Ce trouble grave de la personnalité touche pourtant plus de 4% de la population générale, plus que l'ensemble des patients souffrant de schizophrénie et de troubles bipolaires, et représente 20% des consultations psychiatriques. Les symptômes les plus classiques sont des changements d'humeur soudains et fréquents, la peur de l'abandon, une impulsivité mal contrôlée, des comportements d'automutilation, des sentiments de vide et d'ennui, des idées suicidaires et des relations interpersonnelles très chaotiques. Après ce quasi-siècle d'incompréhension et d'impuissance du monde soignant, le destin des borderline a enfin pris une autre direction. Car entre définition rigoureuse, éclairage neurobiologique, développement de traitements psychothérapeutiques spécifiques et efficaces, l'un des éléments les plus importants de tout processus de guérison est apparu ces 10 dernières années, l'espoir. Nous savons désormais que cette maladie est bien réelle et parfaitement traitable. Il reste bien entendu encore beaucoup à faire. Les idées préconçues ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et si de multiples traitements spécialisés ont fait leurs preuves, ils demeurent longs, ardus et difficiles d'accès. Le monde anglo-saxon a une longue tradition de self-help, ou groupe d'entraide et de soutien. Après tout, c'est aux États-Unis que sont nés, il y a près d'un siècle, les alcooliques anonymes. Depuis quelques années, c'est également aux États-Unis que les patients ou usagers et leur entourage ont décidé de jouer un rôle plus actif dans la compréhension et la prise en charge de leur maladie, qu'elle soit médicale ou psychiatrique. Ces 10 dernières années ont ainsi vu la parution de multiples livres de référence traitant des pathologies borderline accessibles au grand public. Rédigés par des cliniciens, psychiatres, psychologues, patients, ex-patients ou par leur entourage, ces ouvrages ont grandement contribué à dédiaboliser la maladie, à la rendre plus compréhensible au plus grand nombre et à encourager la recherche dans ce domaine. En plus d'offrir des outils pratiques et des informations fiables, ces témoignages et enseignements apportent des messages de compassion et d'espérance.
C'est dans cet esprit, et pour apporter au monde francophone un type d'outil similaire qui n'y existe pas encore, que les 3 auteurs cliniciens et spécialistes des états limites ont décidé d'unir leurs efforts pour produire ce livre. Contrairement aux aveugles de la parabole ci-dessus, loin de se battre au nom de perspectives partielles et plus ou moins dogmatiques, ils ont choisi de comparer les outils théoriques existants et de partager leurs expériences cliniques dans le but d'apporter au lecteur un outil cohérent, informé et pratique. Ils espèrent que cet ouvrage, qui aborde les multiples facettes de la problématique borderline tant au niveau de ses origines que de ses manifestations et de ses traitements, sera tout autant une source d'enrichissement que d'espoir. La plupart des livres qui abordent les problèmes de santé mentale suivent certaines règles qui ont pour but de diminuer la stigmatisation. En particulier, on évite de parler d'un individu en le désignant du nom de son problème. On évite par exemple de dire d'une personne « c'est une dépressive » et on préfère dire « cette personne souffre d'une dépression ». Quoique tout à fait respectables dans la vie quotidienne, ces règles compliquent parfois la transmission claire de l'information. Bien que nous détestions, dans notre pratique clinique, le manque de respect et la déshumanisation, nous avons décidé, dans cet ouvrage et dans un but de simplicité et d'efficacité, de faire parfois référence aux personnes dont nous parlons en utilisant leur diagnostic borderline ou état limite. Pour les mêmes raisons pratiques, nous alternons respectivement les pronoms plutôt que d'alourdir le texte par les il, elle, son, ça. Les situations décrites dans cet ouvrage sont parfois tirées de situations relatées par certains patients. Elles ont toutefois été considérablement modifiées par les auteurs et par conséquent toute homonymie, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que pure coïncidence et ne pourrait en aucun cas engager la responsabilité des auteurs. Ce manuel du borderline a pour vocation d'être un compagnon qui vous vienne en aide ou qui vous permette de comprendre les différentes facettes vécues par les individus atteints du trouble borderline. Car si le manuel du bricoleur permet de savoir mieux bricoler, ce manuel du borderline ne fera pas de vous un borderline. Il vous apprendra à vous repérer entre les mythes, les on-dit, les angoisses, les peurs et les manifestations complexes du trouble état limite. Il vous proposera également des pistes très concrètes pour intervenir directement sur les difficultés que vous pourriez rencontrer. Tout cela en harmonie avec les personnes susceptibles de vous accompagner dans ce travail, vos proches, vos psychothérapeutes et vos médecins. Bonne lecture, bon travail. Martin Dessailles, Liège, Belgique. Bernadette Grosjean, Los Angeles, États-Unis. Nader Pérou, Genève, Suisse. Introduction. Tous borderline. Voilà le titre que l'on peut voir régulièrement en couverture de magazines ou de livres accrocheurs qui tentent, tant bien que mal, de démontrer que ce trouble émotionnel est le mal du siècle. Et surtout, qu'il concerne tout le monde. Le mot borderline est désormais bien inscrit dans le langage courant, et vous aurez certainement déjà entendu dire de quelqu'un qu'il est borderline parce qu'il est impulsif ou abandonnique, qu'il se sent vide, qu'il a été abusé ou qu'il se drogue. Ce manuel, écrit par des professionnels, a pour but de vous aider à faire la part des choses entre les mythes que l'on peut entendre et colporter sur le trouble borderline et la réalité des symptômes et des circonstances le plus souvent associées à ce trouble. À la lecture de ce livre, vous vous demanderez probablement si vous êtes borderline et quelle est la signification de ce mot. Cette introduction a donc pour but de vous guider dans le manuel afin de trouver rapidement le chapitre qui répondra à vos attentes, et ce, au moyen d'histoires cliniques. La première partie théorique de cet ouvrage vous permettra de découvrir l'histoire de l'évolution de cette maladie, de ses définitions et de ses traitements. Nous y examinons ensuite sa fréquence, les hypothèses sur ses origines et sa répartition dans le monde. La deuxième partie vous emmènera dans une exploration approfondie des symptômes caractéristiques du trouble borderline.
Sachez cependant que toutes ces difficultés et ces souffrances sont intimement liées. Pour finir, la troisième partie vous expliquera quelles sont les différentes options de traitement, les potentialités et les limites des approches médicamenteuses, quel mystère se cache derrière le mot psychothérapie, mais aussi les spécificités des différentes pratiques psychothérapeutiques spécialisées qui ont fait leurs preuves dans le traitement des borderline. De même qu'elle vous offrira des conseils et des références pratiques. Bien sûr, ce manuel est avant tout un guide et ne peut en aucun cas remplacer le travail que vous pourrez faire avec un spécialiste de la santé. Il peut cependant vous aider considérablement à identifier vos symptômes et à choisir le chemin thérapeutique qui, dans un premier temps, sera le plus adéquat à votre situation. Ce livre est dynamique, ce n'est pas un livre d'instructions ou de consignes. Avoir un de ces symptômes ne fait pas de vous un borderline, et vous ne devez pas non plus avoir tous ces symptômes pour être borderline. Lisez cet ouvrage pour vous instruire, vous guider et trouver des outils à partager avec vos proches et votre thérapeute. Vous pouvez ainsi lire un chapitre avant l'autre et passer complètement ceux que vous ne souhaitez pas aborder. Nous avons simplement voulu vous donner un panorama le plus large, le plus compréhensible et le plus pratique possible d'une problématique vaste et complexe. J'ai peur qu'on m'abandonne. Sophie. J'ai 31 ans et j'en suis à ma 10e relation amoureuse. Actuellement, je suis avec Marc et notre relation est extrêmement tendue. J'ai sans cesse l'impression qu'il va me larguer. Il a beau être prévenant, attentif, du moins, c'est ce que me disent mes copines. Rien n'y fait. J'ai la trouille qu'il m'abandonne et j'imagine sans arrêt qu'il va le faire. Alors j'ai toujours besoin de vérifier son amour. Je suis hyper fusionnelle et ça se retourne contre moi parce qu'il ne comprend pas pourquoi je suis si collante, comme il dit. Je sais que ce n'est pas approprié et j'ai vraiment l'impression que je fais tout pour que la relation se casse au finish. Je me demande si je ne le provoque pas. Dans le chapitre 3, vous comprendrez les différentes facettes masquées par la peur de l'abandon, ce qui se passe lorsque vous grandissez, l'impact de vos gènes et de l'environnement. Cette peur, illustrée par des personnages de romans et de films, fait souffrir de nombreuses célébrités contemporaines. J'ai des problèmes relationnels. Anne. Chaque fois que j'ai une nouvelle amie ou un compagnon, c'est la même histoire. D'abord, je suis très prudente, voire parano, parce qu'en général, il m'est très difficile de faire confiance. Après, les choses semblent aller super bien, trop bien même. Je voudrais être avec eux tout le temps. Pour mes amis, c'est comme si j'avais besoin de devenir membre de leur famille. Certains me disent que c'est trop. Mais il y a aussi ce drôle de truc que je ne comprends pas. Souvent, plus l'autre est gentil, plus je m'attache, plus cela me fait peur, au point que je repousse parfois ceux-là même dont j'ai le plus besoin. Je fais des crises de colère, je les mets à la porte. Ma sœur me dit que je suis folle et je me demande souvent si elle n'a pas raison. Dans le chapitre 4, vous comprendrez pourquoi vos relations sentimentales, amicales, familiales, professionnelles sont si difficiles et conflictuelles. Vous apprendrez ce qu'il faut faire lorsque vous rencontrez une personne, ce qu'il ne faut pas dire, comment résoudre un conflit. Vous découvrirez également les causes tant biologiques que psychologiques des difficultés relationnelles. Je ne sais pas qui je suis. Véronique. Depuis ma condamnation pour conduite en état d'ivresse, j'ai arrêté l'alcool. Ma famille est très fière de moi. Mais moi, je me sens de plus en plus déprimé, je m'ennuie à mourir. D'ailleurs, je me souviens que c'est pour vaincre cet ennui et ma timidité que j'ai commencé à boire très tôt, vers 13 ans. Ma famille ne réalise pas que, pour moi, regarder dans un miroir, c'est une torture. Pas seulement parce que je me débats entre mes phases de boulimie et d'anorexie, mais surtout parce que je ne sais pas qui est cette fille dans le miroir. Je ne l'ai jamais su d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui me plaît vraiment. Je ne sais pas dire non. Cette image, je la déteste.
Dans le chapitre 5, vous Sample complete. Ready to continue?